Bonjour, chers étudiants. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation de la suite du troisième chapitre relatif au choix d'investissement. Et donc, la suite de ce chapitre sera consacrée à l'étude des différents critères financiers de choix d'investissement. Au cours des séances précédentes, nous avons présenté les différentes caractéristiques financières d'un projet d'investissement. Et donc, une fois connues ces caractéristiques financières d'un projet d'investissement, l'entreprise est amenée à calculer leur rentabilité en comparant le capital investi à la valeur des cash flows ou à la valeur des flux nets de trésorerie futurs. Dans ce cadre, les critères de choix d'un projet d'investissement peuvent être présentés soit en tenant compte de la notion d'actualisation ou sans tenir compte de l'actualisation qui permet de comparer des flux survenant à des périodes différentes. Donc rapidement, j'essaierai de vous présenter 3 critères de choix d'un projet d'investissement sans actualisation. Ces méthodes, elles sont très simples et elles comparent les flux des dépenses à des flux de recettes. Abstraction faite de facteur temps. C'est-à-dire lorsqu'on ne retient pas l'actualisation, c'est qu'on néglige le facteur temporel. C'est ce qui rend ces méthodes incapables de fournir une évaluation correcte de la rentabilité d'un projet d'investissement. Mais quand même, il paraît important de présenter ces critères financiers sans tenir compte de l'actualisation. Donc le premier critère, c'est le taux de rendement comptable ou le taux de rentabilité comptable. C'est un taux qui est calculé en tenant compte seulement des bénéfices liés au projet et non les flux nets de trésorerie. Autrement dit, le taux de rendement comptable est le seul critère qui considère les bénéfices liés au projet et non les cash flows ou les flux nets de trésorerie. Pour le calculer, le taux de rendement comptable se mesure en rapportant le résultat net ou le bénéfice net moyen ou le bénéfice net comptable moyen au capital investi. Donc, la formule est très simple. Donc, le taux de rendement comptable est égal au résultat net comptable moyen sur le capital investi. La règle de décision. On fixe un taux de rendement comptable seuil. Les projets
qui ont un taux de rendement comptable inférieur à ce taux limite ne sont pas retenus. Par exemple, on fixe par exemple un seuil de 13%, donc les projets qui ayant un taux de rendement comptable inférieur à 13% ne sont pas retenus, sont rejetés. Or, ce critère a des limites. Et comme vous pouvez le remarquer, il ne repose sur aucune norme objective. Les auteurs recourent à des valeurs comptables et non à des flux nets de trésorerie. Et donc, la valeur nette comptable, comme vous le savez, elle dépend de modes d'amortissement pratiques. Et le résultat comptable inclut des charges et des produits calculés, ainsi que des charges non décaissées et des produits non décaissés. Ensuite, la dernière limite, c'est relatif au facteur temps, qui n'est pas pris en compte au niveau de calcul de ce critère. Et quelle que soit la date à laquelle il se produit, un résultat a le même poids. Ça, c'est le premier critère qui est relatif au taux de rendement comptable, ou le taux de rentabilité comptable. Le deuxième critère, c'est le critère de payback ou le délai de récupération de capital, ou ce qu'on appelle le délai de retour, bien sûr non actualisé, parce que ce critère peut être calculé dans le cadre en tenant compte de l'actualisation. Et donc le délai de récupération de capital peut être défini comme la période nécessaire pour que le cumul des cash flows généré par un projet d'investissement soit égal à son coût, c'est-à-dire au capital investi. En d'autres termes, c'est le délai de récupération de capital investi à partir de flux de trésorerie dégagés par l'investissement. Et donc, pour le calcul, le délai de récupération de capital investi, non actualisé bien sûr, est tel que la somme des cash flows non actualisés égalise le coût de l'investissement ou le capital investi. Pour la règle de décision, un projet d'investissement peut être retenu si son délai de récupération est inférieur au délai limite fixé par l'entreprise. Autrement dit, lorsque un projet d'investissement s'étale sur 5 ans, or, si le délai de récupération de capital est moins de 5 ans, 3 ans par exemple, on retient le projet. Lorsque plusieurs projets sont comparés, on privilégie le projet dont le délai de récupération est le plus court. Et donc, vous pouvez remarquer que le délai de récupération repose sur des calculs simples et rapides. Et donc, tout projet dont le délai de récupération est inférieur à la norme définie par l'entreprise peut être retenu. Il paraît également que cette méthode conduit à privilégier les projets qui permettent une récupération rapide du capital engagé et qui offrent ainsi la possibilité de saisir de nouvelles opportunités et de s'adapter rapidement aux fluctuations de l'environnement. Or, tout critère a des limites. Je cite que la période seuil ne repose sur aucune norme objective également. Et il dépend davantage des préférences des dirigeants et de leur attitude vis-à-vis du risque. Donc la méthode du délai de récupération conduit à favoriser les investissements permettant une récupération rapide du capital investi au détriment des investissements de long terme. Autrement dit, le délai de récupération
oriente le décideur vers des projets les plus liquides sans en garantir la rentabilité. Donc ça, c'est l'une des limites qui ont été avancées vis-à-vis de critères de délai de récupération de capital. Troisième critère, c'est l'indice de profitabilité, également non actualisé. C'est un critère qui est également obtenu par le rapport de l'ensemble des cash flows dégagés par le projet à la dépense d'investissement. Et donc, l'indice de profitabilité non actualisé est égal à la somme des cash flows sur le montant de capital investi, ou le coût de l'investissement. Et donc, c'est un critère également qui a été retenu au niveau des critères d'investissement sans actualisation. Et donc, c'est un critère qui est généralement déterminé pour montrer la faisabilité ou la rentabilité d'un projet d'investissement. Et donc, grosso modo, ces trois méthodes, ou ces trois critères n'intègrent ni le facteur temps, ni le facteur, par conséquent, ni le facteur risque. Et donc, les décideurs ont une préférence pour la disponibilité présente d'une somme par rapport à la position future de cette même somme. Et donc, le décideur, il a une préférence pour le présent. Et donc, ces critères, ils ont des limites. Et donc, pour surmonter ces limites, il faut avoir recours à l'actualisation pour donner plus de critères ou des critères plus pertinents de choix d'un projet d'investissement. Ensuite, on présente les critères de choix d'investissement avec actualisation, c'est-à-dire en tenant compte de la variable temporelle. Donc, comme il a été précisé dans le paragraphe précédent, on peut également déterminer le délai de récupération de capital avec actualisation et l'indice de profitabilité avec actualisation. Je définis le critère de délai de récupération de capital au délai de retour, mais ici actualisé, qui correspond au nombre de périodes au bout duquel les flux cumulés permettent de récupérer le capital investi et assure ainsi son remboursement. Autrement dit, le délai de récupération de capital correspond au temps nécessaire pour récupérer les capitaux investis. Pour son calcul, donc c'est la somme ici des cash flows actualisés qui égalise le montant de capital investi. Donc c'est le délai de récupération de capital correspond au moment où la somme des cash flows actualisés égale au montant de capital investi. Et donc, le délai de récupération du capital d'un projet d'investissement néglige la répartition des entrées de fonds au cours de la période de récupération. Or, la valeur de l'argent varie dans le temps en raison d'une préférence pour la liquidité immédiate. Il est donc impossible de comparer des montants reçus à des moments différents.
Donc les projets peuvent obtenir le même délai de récupération sans être équivalents. La préférence sera donnée aux projets permettant d'obtenir des flux monétaires ou des cash flows précoces. Donc le critère de délai de récupération est un critère simple, comme vous pouvez le remarquer, et son actualisation permet un traitement sommaire de la notion de risque ou de la notion de risque. L'orientation à court terme de ce critère, la préférence donnée à la liquidité de l'entreprise implique la connaissance de critères plus, je dirais, complexes. Le deuxième critère, avec actualisation et qui a été également calculé sans actualisation, c'est l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité est le rapport entre la valeur actualisée des cash flows prévus d'un projet d'investissement au montant de l'investissement initial ou au montant du capital investi. Donc, il est calculé par la somme, l'indice de profitabilité actualisé, c'est la somme des cash flows actualisés sur le montant de l'investissement initial. Donc, il convient, la règle de diffusion, il convient de choisir les projets ayant un indice de profitabilité supérieur à 1. Et donc, ceux qui rapportent plus qu'ils ne coûtent. Le troisième critère financier de choix d'un projet d'investissement, et qui est le critère le plus utilisé, c'est la valeur actuelle nette ou la valeur actualisée nette, la VAN. La VAN est le critère de référence pour apprécier un projet d'investissement. Ce critère s'appuie sur le principe de l'actualisation. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un critère qui tient compte de la variable également temporelle, puisqu'il s'appuie sur cette notion d'actualisation. Et donc, lorsqu'on calcule la VAN, on doit retenir un taux d'actualisation. Je saisis l'occasion ici pour préciser que le taux d'actualisation est déterminé par l'entreprise qui souhaite investir. Il correspond au taux de rentabilité minimum exigé par l'entreprise compte tenu du risque du projet. Le taux de rentabilité minimum exigé par l'entreprise doit être au moins égal au taux requis pour satisfaire les exigences de rentabilité des apporteurs de capitaux. C'est-à-dire, lorsque je parle des apporteurs de capitaux, c'est principalement les actionnaires et les créanciers. C'est pourquoi le coût du capital de l'entreprise est généralement retenu comme le taux d'actualisation, mais bien sûr sous deux conditions. La première, c'est que le risque de projet est identique à celui de l'entreprise, dans son ensemble. Et la deuxième condition est que le projet est financé dans les mêmes proportions de capitaux propres et de dettes que l'entreprise dans son ensemble. Ça, c'est une précision sur le taux d'actualisation. Je reviens sur la définition de la VAN. La VAN est la différence entre la valeur marchande d'un investissement et son coût. Autrement dit, c'est la différence à la date de réalisation de l'investissement entre la valeur actuelle des flux nets de trésorerie ou des cash flows et le montant de capital engagé dans
le projet. Donc la question qui se pose, c'est que est-ce que cet investissement apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise? Et c'est l'une des raisons de recours au calcul de la vanne. Donc la formule générale de la vanne est la suivante. Donc vous pouvez remarquer ici au niveau de de cette droite, donc nous avons en temps T0, c'est le montant de capital investi, c'est-à-dire l'investissement initial. Et donc, au cours des années, par exemple, l'année 1, l'année 2, l'année 3, etc., jusqu'à l'année 1, au bout de chaque année, on dégage des cash flows. Cash flow pour l'année 1, pour l'année 2, pour l'année 3, jusqu'à l'année 1. Et donc, on cherche ici à actualiser chaque cash flow ou chaque flux net de trésorerie par rapport à la période initiale. Et donc la formule générale de la vanne est la suivante. Donc la vanne est égale à moins 0, c'est-à-dire le coût initial de l'investissement, plus la somme de P1, de P est égal à 1 1, cash flow actualisé, c'est-à-dire le cash flow P fois 1 plus I à la puissance moins P. Donc I0 c'est l'investissement initial au temps 0, c'est F, c'est-à-dire les cash flows de l'année P, I c'est le taux d'actualisation, N c'est le nombre de périodes sur lesquelles s'étend le projet. Et donc, vous pouvez remarquer que lorsqu'ici je parle de la somme des cash flows actualisés, c'est-à-dire je multiplie par exemple sur 5 ans, cash flow de l'année 1 fois 1 plus I à la puissance moins 1, plus cash flow de la période 2 multiplié par 1 plus I à la puissance moins 2 jusqu'à cash flow l'année 5 fois 1 plus I à la puissance moins 5. Donc, c'est les cash flows actualisés. Et donc, c'est la vanne, comme je l'avais dit, c'est la somme des valeurs actualisées des cash flows générées par le projet. Au niveau toujours du calcul de la vanne, il y a un cas particulier que nous devrons retenir, c'est que lorsque un projet d'investissement dégage une valeur terminale, une valeur résiduelle à la fin de la durée de vie d'un projet, cette valeur résiduelle à la fin de la durée de vie de ce projet d'investissement doit être ajoutée au cash flow de la dernière année. Ou il doit être ajouté au cash flow calculé. Donc la formule devient la vanne est égale à moins I0, c'est-à-dire moins le montant de capital investi, plus la somme des cash flows actualisés, plus la valeur résiduelle actualisée, c'est-à-dire valeur résiduelle fois 1 plus I à la puissance moins 1. C'est-à-dire si nous avons un projet d'investissement sur 5 années, donc à la fin, ici, en faisant la valeur résiduelle fois 1 plus I à la puissance moins 5. Et donc, on ne doit pas négliger cette précision au niveau de calcul de la vanne si le projet d'investissement présente une valeur résiduelle. Or, la règle de décision, la vanne mesure, comme je l'avais dit,
la valeur créée par le projet après déduction de montant de capital investi, c'est-à-dire moins et zéro, et rémunération des apporteurs de capitaux, c'est-à-dire en tenant compte de taux d'actualisation ou le coût de capital. Lorsque l'étude porte sur un seul projet d'investissement, on devrait accepter cet investissement lorsque sa vanne est positive, c'est-à-dire si elle est égale ou supérieure à 0, et le rejeter lorsque la valeur de la vanne est négative. Autrement dit, le projet est retenu si sa vanne est supérieure ou égale à 0. Par ailleurs, un projet est d'autant plus intéressant que sa vanne est élevée. Une autre précision, lorsque plusieurs projets sont comparés, on privilégie le projet qui a la vanne la plus importante. Rapidement, je vous présente une petite application sur le calcul de la vanne. Donc, nous avons un projet d'investissement qui présente les caractéristiques suivantes. Donc, les montants sont présentés en milliers. Donc, nous avons le montant de capital investi 10 000, le coût du capital 10%. Le projet présente une valeur résiduelle nulle. Pour les cash flows générés par le projet, nous avons ce projet est étalé sur 5 ans. Et donc, pour chaque année, nous avons un montant de cash flow. Pour la première année, 2 000. Deuxième année, 3 000. Troisième année, 4 000. Quatrième année, 5 000. La cinquième année, 5 000. Donc, on cherche à calculer la vanne. Donc, la solution à cette application donc, est présentée sous forme de tableau suivant. Donc, nous avons la première ligne, c'est les années, 1, 2, 3, 4, jusqu'à la cinquième année. Nous avons par la suite les cash flows donnés au niveau de l'application, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 5 000. Nous avons également le taux d'actualisation ou l'actualisation. Donc, pour la première année, c'est 1 plus i à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 plus 0,10 à la puissance moins 1. La deuxième année à la puissance moins 2. La troisième année à la puissance moins 3. La quatrième année à la puissance moins 4. Et la cinquième année, c'est 1 plus i à la puissance moins 5. Le cash flow actualisé, donc on prend 2000 fois l'actualisation, fois 1,10 à la puissance moins 1. On obtiendra 1818,18. La deuxième année, la même chose. Donc on prend 3000, on le multiplie par l'actualisation, c'est-à-dire fois 1 plus 0,10 à la puissance moins 2, on obtiendra 2479,34 et ainsi de suite jusqu'à la cinquième année. Par la suite, on calcule le cash flow actualisé cumulé. Donc c'est 1818,18 pour la première année. Deuxième année, c'est 1818,18 plus 2479 plus 34, ça donne 4297,52, plus 3005,26, ça donne 7302,78. Donc 7302,78 plus 3415,07, ça donne 10717,85. 10717,85 plus 3104, 1,61, ça donne 13822,46. Donc, une fois on a toutes ces données calculées, on calcule rapidement la vanne de ce projet d'investissement. C'est moins I0, c'est-à-dire le montant de capital investi, c'est moins 10 000, plus la somme des cash flows actualisés. Donc, la somme des cash flows actualisés,
c'est 13 822,46. Donc on obtient une vanne qui est de 3822,46. Donc nous avons une vanne qui est positive et donc le projet est acceptable. Le dernier critère retenu pour choisir un projet d'investissement, c'est le taux de rendement interne, le TRI, ou le taux interne de rentabilité, le TIR. Le TIR ou le taux interne de rentabilité est le taux d'actualisation qui, appliqué au cash flow d'un projet d'investissement, leur donne une valeur actuelle égale au montant de l'investissement. Autrement dit, le TIR est le taux d'actualisation X par exemple, pour lequel il y a équivalence entre le capital investi qui est 0 et la somme des valeurs actuelles des cash flows dégagés par le projet. Donc, dans une définition qui est plus simple, le TIR ou le TRI est le taux d'actualisation pour lequel la vanne est nulle. Au niveau de la littérature, on remarque que c'est l'une des plus importantes solutions de rechange à la méthode de la vanne, qui est le TIR, et qui est largement utilisée au niveau empirique. Et elle est basée essentiellement sur les cash flows estimés, et elle est indépendante de tous les autres taux d'intérêt. Et donc, c'est un, je dirais, critère qui est, je dirais, retenu pour évaluer un projet d'investissement. Et dans ce sens, pour qu'un projet soit acceptable, son TIR ou son taux interne de rentabilité doit être supérieur au coût de son financement. Autrement dit, le taux interne de rentabilité est la rémunération maximale offerte aux fournisseurs de capitaux. Lorsque, dans le cadre des projets ordinaires caractérisés par des sorties de fonds suivies d'entrées de fonds, lorsque le taux d'actualisation s'élève, la valeur actuelle nette diminue. La vanne atteint 0 lorsque le taux d'actualisation est égal au taux interne de rentabilité. Et donc c'est un taux qui est utilisé et qui est généralement retenu pour apprécier, comme je l'avais dit tout à l'heure, un projet d'investissement. Et donc c'est un critère qui permet d'accepter ou de rejeter un projet d'investissement. Et comme je l'avais dit, un investissement est acceptable à la condition que son TIR soit supérieur au taux de rendement minimum exigé, c'est-à-dire le taux d'actualisation. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur les différents critères financiers retenus pour choisir ou pour sélectionner un projet d'investissement. Je me limite sur ces critères-là, il y en a d'autres, mais on s'est limité seulement à ces critères pour un projet simple, un projet ordinaire. Par la suite, j'essaierai de vous présenter au fur et à mesure des applications
sur ce chapitre portant sur le choix d'investissement pour mieux saisir tous les aspects du cours et de ce cours et plus précisément de ce chapitre 3 consacré à la stratégie d'investissement d'une entreprise.